Il y a un mauvais temps, il y a un mauvais choix de la part du pilote, et puis voilà. Et donc je suis le seul survivant, et il faut en faire bon usage. Hein. Un jour, il faut décider, non pas d'oublier, mais de décider que ce n'est plus une perturbation, que c'est non pas un atout, mais presque. Ce qui est passé, ce qui est devant est devant. Tout ce qui est derrière, depuis ce jour, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Je ne conjugue pas au passé, ni de ma vie personnelle, ni de ma vie professionnelle. Demain, c'est toujours mieux. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes, et ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Lima, septembre 2017. L'élection finale des Jeux Olympiques de 2024. À l'époque, il y a la candidature, Paris contre Los Angeles, et on passe une journée là-bas. Je suis très proche de la candidature de Paris 2024. Je suis le président du comité Sport et Société, et je me retrouve marchant dans les rues de Lima avec un homme au délicieux accent du sud-ouest. On rentre à l'hôtel tous les deux, après la victoire, et il m'offre une boîte de chocolat. Mais pas n'importe laquelle boîte de chocolat. Il y a quelques mois de ça, de venir raconter son histoire, de venir faire une pause avec nous. Il accepte. Et donc cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le chef le plus étoilé au monde. Né dans les Landes dans les années 50, il éduque très jeune son palais au sein de la ferme familiale. Un amour de la bonne nourriture et de la cuisine qui l'apprivoise et qui ne le quittera plus jamais. Passionné, intransigeant, le seigneur des fourneaux, ne détient pas moins de 20 étoiles au guide Michelin à travers le monde. Ses modèles, ses inspirations, ses choix, ses doutes, le temps d'une pause, la figure tutélaire de la cuisine française revient sur son parcours et se livre sur sa trajectoire hors du commun. Bonjour Alain Ducasse. Bonjour. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, Ducasse signifie... Celui qui habite au pied du chêne. Le casse, c'est le chêne. Ducasse, c'est celui qui habite au pied du chêne. Il y a un livre que tu as écrit qui s'appelle « Une vie de goût et de passion » que je conseille chez Lattès. Et c'est là où j'ai appris justement ça. Mais tu l'écris dans ce livre, c'est là depuis toujours. C'est un côté très terrien en fait. Je m'éloigne jamais de la terre, mais partout. Quand on ouvre un restaurant à Kyoto, on va regarder ce que la terre produit pour savoir ce que l'on va cuisiner. En sachant ce que l'on sait, c'est ce que l'on fait là où nous sommes. Nous sommes des acteurs toujours locaux, avec une vision globale. Moi, globalement, je regarde ce qui se passe, mais je veux être un acteur. Je veux d'abord que mes consommateurs ils soient japonais, donc je vais les satisfaire. Donc si je m'éloigne trop de leur terreau, de leur terroir originel, je vais les perdre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce livre-là. Tu parles de terre, de naturalité, et tu dis que tu l'as traduit dans ta cuisine, dans tes restaurants, mais aussi auprès des élèves de ton école. On en parlera un peu plus tard. Dans le livre, tu écris « Il faut proposer sa terre ». Parce que c'est à partir de cette terre, de ces terroirs que naît le sentiment, la singularité. Ça, pour toi, c'est... Quoi où que t'ailles, là-bas, c'est la terre. Là-bas, l'opposé de la mondialisation, de la globalisation, c'est l'ADN originel de là où on se trouve. Et j'explique à ces jeunes élèves, je suis allé accueillir les 26 nationalités là récemment. Nous avons 76 nationalités dans notre école à Meudon, c'est à 5 km d'ici. Et je leur dis, vous allez apprendre... un ADN commun culinaire. C'est pas pour que tout le monde fasse la même chose, c'est pour que vous fassiez ce qui vous est propre, que racontez votre propre histoire avec l'ADN de la cuisine française, mais surtout pas le goût français. Donc il faut améliorer votre cuisine de là où vous venez avec le savoir-faire et l'ADN de la cuisine française. Ça sert uniquement à ça. C'est pas pour faire du bœuf bourguignon en Australie ni en Corée. C'est certainement pas pour ça. C'est pour regarder dans le terroir coréen qu'est-ce qu'il y a de mieux pour améliorer. C'est une espèce de solfège pour mieux jouer la musique, en fait. Tu es né donc dans les Landes. Tu grandis dans la ferme familiale à Cassel-Sarrazin. On peut encore entendre une pointe d'accent. Elle est toujours là. Elle est importante pour toi. Un petit peu, oui. Tes parents étaient agriculteurs. Ton grand-père, et tu en parles... Charpentier. Donc là, on est à nouveau sur des métiers manuels. Si tu dois fermer les yeux ou si tu dois penser à ton enfance, elle était heureuse, très heureuse, elle était passionnante, tu t'ennuyais, comment tu la vois aujourd'hui à l'aune justement de l'enfance d'aujourd'hui? Non, mais elle était enracinée, elle était proche de la terre. J'ai pas beaucoup de mérite parce que quand je dis on va faire de la naturalité, en fait, c'est la manière dont je me nourrissais quand j'avais 11 ans.
une nourriture modeste. On n'avait pas besoin d'aller chez le boucher tous les jours. On allait chez le boucher une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. Donc on mangeait une volaille de la ferme, des légumes. Voilà, au printemps, on allait au jardin, on disait qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? On va manger des petits pois, des pommes nouvelles, 3 oignons, un bout de lard de la ferme l'hiver. Voilà, c'était une nourriture de nécessité, délicieuse et savoureuse, parce que finalement, la volaille, elle avait fait du sport tous les jours, donc elle était musclée, elle était savoureuse et délicieuse. Je suis pas dans le mode... Avant, c'était mieux. En tout cas, ça a construit mon ADN originel gustatif. C'est pas mal. Et après, j'en ai un autre, qui est l'ADN d'adoption que m'a donné la Méditerranée. Voilà, je fonctionne sur 2 mémoires. En tout cas, 2 du Sud. Ouais. Sud-est, Sud-ouest. Sud-ouest, Méditerranée. Ouais, en dessous de la Loire. Ouais. Mais toi, Alain, quand tu es jeune et quand tu vis justement cette ferme et quand tu vis quelque chose qui est proche de la terre, t'as une idée, t'arrives à te projeter ou tu te projettes? À 12 ans, je veux faire cuisiner. Je fais un gâteau, je fais une bûche au chocolat pour Noël, je sais pas pourquoi. J'ai envie je dis à ma mère, je veux faire cuisiner. C'est pas une bonne nouvelle parce que je suis le fils aîné d'une ferme traditionnelle au Sud-Ouest, le fils aîné, il reprend la ferme. Mais quand même, après la 3e, je dis toujours, je veux faire de la cuisine. Et puis finalement, je me retrouve en stage dans un routier pour me dégoûter de faire ce métier. Mais finalement, je fais quand même ce métier. Par esprit de contrariété, déjà. Déjà. Pour toi, c'est vraiment à ce moment-là, c'est le plaisir de faire le gâteau? Le déclencheur, c'est le souvenir d'odeur. J'ai plus de souvenirs d'odeur de cuisine que de goût de cuisine. Parce que ma chambre était au-dessus de la cuisine. Je pense qu'il n'y avait pas de hotte électrique à ce moment-là. Et les effluves de poêlée de cèpe ou de poulet rôti du dimanche matin arrivaient dans ma chambre. Voilà, c'est ça. Le déclencheur, c'est l'odeur. Parce que la cuisine, ça a de l'odeur. Ça a une odeur. Cette ferme qui est toujours dans la famille, hein, c'est important pour toi. C'est ma sœur qui est. C'est ta sœur qui est. On parlait de la ferme. C'est à ce moment-là aussi que tu apprends assez jeune, assez tôt, la notion de travail, de labeur. Labeur. Mes parents travaillaient jusqu'au labeur. Le labeur, c'est-à-dire travailler dur, mais trouver du plaisir dans ce labeur. Parce que, en ce qui me concerne, moi, je suis encore au travail jusqu'au labeur. Quand il y a un dossier à terminer, je termine de manière laborieuse. Puis quand on n'a pas de talent, il faut travailler plus. Donc ça finit toujours par marcher. Voilà. Ouais. C'est 95% de transpiration, 5% de talent, et pas tous les jours. Mais la constante, c'est la transpiration. Et le talent, 5%. Et c'est pas tous les jours qu'on a du talent. Ça, c'est une règle que j'apprends à mes collaborateurs. On revient sur ce moment où tu travailles dans un routier, donc il faut bien expliquer à nos auditrices et nos auditeurs. Tu veux travailler dans un restaurant, évidemment. Je veux faire cuisinier. Tu veux faire cuisinier, voilà, sans aller... Et là, évidemment, ta maman n'est pas totalement d'accord, et donc elle va, pour te dégoûter, hein, c'est le principe. Ouais, pour essayer de te dégoûter, te faire travailler dans un routier à côté de Mont-de-Marsan, pas trop loin de la ferme. Et c'est pas que tu vas travailler durant une vacances scolaire, c'est que tu vas leur demander... Et puis après à Pâques, elle me dit, alors tu veux toujours faire ça? Et j'ai dit oui. Et mes copains, ils voulaient faire architecte, ils voulaient faire pilote, etc. Et j'ai dit, et toi, tu veux faire cuisinier? J'ai dit, oui, je veux faire cuisinier. C'est au grand désespoir. Hein. Ouais. Voilà. Ou reprendre la ferme, ou faire un vrai métier. Un vrai métier, c'est-à-dire architecte, pilote. Voilà, c'était... À quel moment ta maman a vu que tu avais eu raison, qu'elle avait eu raison de continuer à t'écouter? C'est arrivé? Quand j'ai eu 3 étoiles à Monaco, là, elle a compris que finalement c'était... Il a fallu attendre les 3 étoiles? Oui, c'était pas... Oui. Non pas qu'elle pensait que j'allais revenir à la ferme, mais pour comprendre que j'avais un métier. J'avais fait une étape, j'avais un métier. Hein. C'est ça, en fait. J'avais un métier en main. C'est plutôt ça. Je pourrais en vivre, et non pas en survivre. Les gens, quand ils imaginent Alain Ducasse aujourd'hui, ils peuvent imaginer peut-être que ça a toujours été très facile, que tu as gagné les étoiles en te levant le matin. Tu as dû, pour y arriver, pas que travailler plus que les autres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent énormément dans tous les métiers. Mais tu as dû accepter des choses que tout le monde n'accepterait pas forcément. Non, j'ai accepté de travailler plus et essayer de travailler plus vite, essayer de travailler mieux que les autres. Plus vite et mieux. Avec rigueur, discipline, exigence. Alors si on ne cumule pas tout ça, je répétais ça hier à un jeune garçon qui réussit bien, hein, il a 36 ans, il a 2 étoiles, c'est un ancien de Monaco et il a participé à l'ouverture de mon restaurant à Londres. Je lui dis, répète, tu te rappelles? Il s'appelle Lambinon. Pierre Lambinon, il est de Toulouse. Je lui dis, tu te rappelles ce que je t'ai dit ou pas? Alors il se rappelle, et puis je lui dis, je te répète. Répétez. Et donc voilà, si tu continues, il a beaucoup de talent et c'est vrai que c'est un bon travailleur. Voilà, il va y arriver.
Mais toi aussi, ce qui est très intéressant dans ton parcours, c'est qu'on va te retrouver après en apprentissage au restaurant Le Pavillon Hollandais à Souston, dans les Landes, encore une fois pas loin. Après, tu vas intégrer le lycée d'hôtellerie et tourisme de Gascogne, parce qu'on parle beaucoup de certains grands écoles d'hôtellerie, on parle de celle de Lausanne, on en a quelques-unes. Toi, t'es pas parti par là, t'as aussi, et encore une fois, à Talence, et t'es pas allé jusqu'au bout. Non, ça n'allait pas assez vite. C'est pour ça que je fais des écoles privées, parce que je trouve toujours que l'éducation nationale, ça va pas assez vite. Voilà, on prend trop de temps pour apprendre. J'ai pas dit peu, mais on peut apprendre plus vite. Quand tu commences à rentrer dans cette école d'hôtellerie, ton rêve, il est d'aller vite, d'apprendre vite, d'apprendre le toujours, plus possible. Apprendre. Et c'est encore une fois quelque chose d'important à préciser. Le savoir. Et puis c'est apprendre au quotidien. Encore aujourd'hui, tu me le disais. Toujours. T'apprends. Si j'apprends pas, si j'ai pas appris quelque chose aujourd'hui, je suis triste. C'est triste. Et toi, quand tu as 16, 17, 18 ans, ton objectif, c'est de dire j'ai envie d'être sur Broadway. Tu avais des grandes ambitions ou pas? J'avais envie d'être le meilleur dans ma discipline. Un des meilleurs. Oui, j'avais envie de... Vous savez, la cuisine, c'est un métier difficile. Si c'est pour être demi-chef de partie ou chef de partie quotidiennement derrière le fourneau, sincèrement, il faut ambitionner très vite de devenir chef, sous-chef, sous-chef, chef, etc. Très, très clairement, il ne faut pas se satisfaire de la condition de transpirer tous les jours. Tu peux nous expliquer, pour les gens, encore une fois, qui nous écoutent, qui n'ont pas forcément la connaissance de ce qui se passe dans une cuisine. C'est très hiérarchique. Donc, c'est quoi c'est que tu commences par commis? Oui, commis. Après? Premier commis. Demi-chef de partie. Chef de partie. Okay. Premier sous-chef. Deuxième sous-chef, premier sous-chef, sous-chef, chef, exécutif chef, etc. C'est très, pour monter, oui, c'est très organisé. Et normalement, pour monter d'un à l'autre, alors toi, tu as été très rapide. Non, c'est pas très rapide, c'est-à-dire il faut apprendre vite, comme ça vous allez progresser. Donc il faut pas traîner. Une fois que je savais faire quelque chose, j'avais envie de progresser. Et je dis toujours à mes collaborateurs, est-ce que tu sais tout faire ce que tu fais dans ton poste? Oui, non. Si tu sais tout faire, tu peux progresser. Si tu sais pas tout faire, attends un peu. C'est pas la peine d'aller voir ailleurs. Voilà. Donc là, on se retrouve en 1975. Tu pars commencer ta carrière. Et là, c'est chez Michel Guérard. C'est très important aussi, merci de les citer, parce que, de nouveau, les gens pourraient imaginer Alain Ducasse, il s'est fait tout seul. Il ne s'est pas fait tout seul, comme personne ne se fait tout seul. Et tu mets souvent en avant tes rencontres. Et là, on parle de tes rencontres d'autres chefs. Il y a 4 chefs que tu nommes très souvent. Et je te remercie de les citer, parce qu'on oublie trop souvent, et il faut dire merci aux gens qui ont tendu la main. Donc là, c'était Michel Guérard, le premier, qui était doublement étoilé, à Eugénie-les-Bains. Comment tu te retrouves là? J'ai appris. T'as contacté. J'ai appris par un magazine que Michel Guérard, qui était au Pot-au-Feu à Asnières, venait s'installer à Eugénie-les-Bains. Sa nouvelle fiancée, c'était Christine Guérard, qui est décédée il n'y a pas très longtemps. Et je me dis, tiens, c'est pas loin de chez moi, je vais y aller un jour. Et ma mère m'accompagne là, parce que j'ai pas encore le permis, je dois avoir 17 ans et demi. J'ai pas le permis, donc j'ai eu le permis à 18 ans ou 18 ans et demi. Donc, et Michel Guérard est là, il vient d'arriver du Pot-au-Feu à Asnières, il m'a dit, petit, j'ai pas de place, c'est déjà complet. J'ai dit, mais monsieur, je vais travailler gratuitement, je vais venir gratuitement. Et ça marchait. Ah, donc, aujourd'hui, ça c'est impossible. J'ai commencé gratuitement. Et puis après, un jour, j'avais une facture à payer et il s'est substitué à moi pour réparer ma voiture. Et après, il m'a payé. Mais je ne sais pas si je raconte pas dans le livre ça. Non. Et combien de semaines tu as dû montrer que tu pouvais travailler, que tu étais bon avant qu'il c'est simple. Un jour, ma modeste voiture tombe en panne et je ne peux pas payer le garagiste de Eugénie-les-Bains. Il vient me voir. Un jour, il me dit, Alain, c'était un petit village de 200 habitants, il dit, Alain, il faut que tu penses à me régler la réparation de la voiture. J'ai dit, mais... Je peux pas. Et Michel Guérard passe à ce moment-là. J'ai dit, chef. J'ai un problème, il faut que je paie le garagiste. Comment il dit au garagiste, mais comment il te doit? Je me souviens plus du prix, mais je lui ai dit, mais indépendamment de payer la facture, il va falloir me payer. Donc, ça a commencé à ce moment-là. Il a commencé à me payer. Donc, pas beaucoup, modestement. J'en suis persuadé. Et on le voit après, parce que là, on se retrouve, tu restes 2 ans, tu pars là en Provence, et là tu parlais tout à l'heure du Sud-Est. Chez Roger Verger, qui était une grande maison, qui était la grande maison. Et donc c'est Roger Verger qui est un autre chef. Et là aussi, c'est important, parce que là tu parlais, encore une fois, de cet endroit
qu'on aime, qui est le Sud-Ouest. Hein, je m'associe avec toi fortement, mais toi, tu as eu cette envie de découvrir Méditerranée, d'aller voir ce qui se passait au bord de la Méditerranée. Mais je fais un petit crochet par Paris, pour prendre la pâtisserie chez le nôtre, et je fais un petit crochet aussi par Lyon. Oui, donc tu as 2 petits crochets. Ouais. Là, tu parles de Gaston Lenôtre. Hein, donc, la pâtisserie, c'est lui qui m'apprend à faire les croissants. Là aussi, là tu l'apprends. Un matin, je suis chez Michel Guérard, il vient voir Michel Guérard et je l'interpelle et je lui dis Monsieur Lenôtre, j'aimerais apprendre à faire les croissants. Il me dit alors petit, demain matin, à quelle heure tu veux que... Je lui dis le plus tôt que vous pouvez. Parce que moi j'avais mon travail à faire. Après, avec Michel Guérard. Oui, il m'a dit à 7h. J'ai dit à 7h, on fait des croissants. Donc j'ai appris à faire des croissants avec Gaston Lenôtre. C'est quand même... Je sais faire des croissants. Oui, en plus avec le nôtre. Donc il y a quand même pire comme maître. Ouais. Voilà, donc je n'ai cessé d'apprendre, de me nourrir de choses que je ne sais pas faire. Et c'est toujours le cas. Quand on ne sait pas faire, on va apprendre. On apprend. On termine par un 4e grand chef étoilé qui a compté pour toi, Alain Chapelle. On parle de l'Amandier, on parle du Juana, du Juan Lépin. Et tu décroches à 28 ans. Donc là, ta première étoile, tes 2 premières étoiles. 2 étoiles. C'est même pas. T'es pas commencé par 1, Non, 1-2. J'avais fait 1-2. 1-2. Tu te souviens, justement, cette réaction, pour toi, c'est juste un... Je me souviens, c'est un palier, ça. C'est un palier. Bon, j'ai été un peu calmé parce qu'après j'ai eu mon accident d'avion, donc ça m'a un peu calmé. Mais après, je perds jamais l'objectif que ça va s'arranger. Alors là, tu donnes pas mal d'informations. Donc, une information sur toi importante, c'est que ta vie n'est fait que de paliers. Quand j'ai appris à te connaître, quand j'ai lu sur toi, quand j'ai parlé à beaucoup de tes proches, je me suis rendu compte en effet que il y avait, en fait, beaucoup de je pose des questions, même par rapport à toi, il n'y a pas de fin. Tu vois, c'est toujours construire. Il faut bien progresser, continuer à progresser. Mais tu penses qu'il y a un moment où peut-être que justement on peut régresser? Tu penses qu'il y a toujours une progression? Si on progresse pas, on régresse. Ouais, ça c'est clair. Donc il faut continuer à progresser. Donc c'est toujours beaucoup travailler. Il faut continuer à travailler. Il faut continuer à transmettre. Il faut continuer à partager. Il faut continuer à former des collaborateurs qui, à leur tour, puissent prendre une fonction dans mon entreprise pour, à ma place, faire le job. Voilà. Et qui, eux, forment d'autres collaborateurs. C'est comme ça que l'entreprise grandit. 85% de mes collaborateurs sont des gens qui ont 10, 15, 20 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans de collaboration avec moi. Mon plus ancien collaborateur vient de prendre sa retraite. Ça faisait 44 ans qu'il travaillait avec moi. Et Franck Cerruti, voilà. Il vient de prendre sa retraite. Moi, j'envisage pas de prendre ma retraite. Mais lui, il a pris sa retraite. Voilà, il m'a 44 ans ensemble. Il doit te manquer. À côté. Oui, bien sûr. Oui, il me manque. Mais on se parle, on se croise de temps en temps. Oui, bien sûr. Mais je sais qu'il est là. Oui, c'est ça. Et toi, tu le dis, c'est intéressant, tu le dis, parce que cette progression-là, peut-être c'est une progression différente. En particulier pour les gens la progression qu'on a quand on a 30 ans est différente que quand on a 50 ou 60. On va apporter différemment. Notre construction, notre rapport à notre système, notre écosystème, notre entourage est évidemment différent. Toi, ce partage, c'est pour ça qu'on a fait des écoles. Tu as créé des écoles. Je suis devenu éditeur. Je suis auteur-éditeur. Donc, j'ai édité quelques confrères. Voilà, j'adore transmettre. Oui. Tout ce que je sais, je veux le mettre à disposition de l'ensemble des collaborateurs, des élèves partout dans le monde. Les écoles, c'est devenu une obsession. On a accéléré le développement des écoles. On ouvre à New Delhi, on ouvre à Abu Dhabi, on ouvre à Bangkok, on ouvre à Manille. On a 2000 élèves aujourd'hui qui apprennent la cuisine française, l'ADN de la cuisine française. Quelle est la typologie de l'élève qui vient chez toi? Il y a de la reconversion. Il y a des financiers qui en ont marre de faire de la finance, qui viennent faire de la pâtisserie. Voilà, nous, on a un format pour chaque élève. J'exagère, mais on peut venir faire 48 heures pour apprendre à faire des sauces de grande cuisine. On peut rester 3 ans. Donc, on fait tout, de la pâtisserie, de la cuisine, on fait tout. Mais je pense que quelqu'un on a 700 élèves en France. Quelqu'un qui est financier a peut-être les moyens de pouvoir prendre un peu un hiatus dans sa vie. Une reconversion, c'est un peu différent. Vous êtes financé, vous êtes aidé par l'État. Il y a des dispositifs qui permettent de financer. Donc il y a des gens qui nous écoutent, s'il y en a certains qui vous avez les moyens ou peu de moyens, il y a peut-être une capacité que vous avez d'une école de Alain Ducasse. La réponse est oui. Je veux dire faire un CAP subventionné. Tu parlais de 28 ans. T'étais comment à 28 ans? Parce qu'aujourd'hui, on le voit dans la manière dont tu parles, dont tu t'exprimes, ta vision du monde, très sage, avec toujours une volonté de créer. Est-ce qu'à 28 ans, tu avais cette sagesse ou tu avais une certaine arrogance, t'arrivais... Oui, j'ai dit assagi parce que
J'ai eu un petit problème technique, donc j'ai été assagi, donc ça m'a... Donc, c'était un palier, après il faut... On parle de cet accident-là qui oui, est parce que c'est un élément important dans ma donc, carrière. Donc là, tout va bien, tu voles au-dessus je viens d'avoir 2 étoiles au mois de mars, et puis quelques mois après, ça s'arrête, donc après il faut recommencer. Donc ça s'arrête, donc les gens ne sont certainement pas au courant, peu de gens sont au courant de ce qui t'est arrivé, puisque tu es un survivant, littéralement un survivant d'un accident d'avion, ce qui rend la chose assez rare, parce que normalement les gens surtout ne survivent pas toujours. Là, il y a un vol qui partait de Saint-Tropez à Courchevel. Voilà, et donc, il s'écrase. Il y a un mauvais temps, il y a un mauvais choix de la part du pilote, et puis voilà. Et donc, je suis un survivant. Vous êtes combien, 5 ? Oui, il faut en faire bon usage. Hein, c'est pas... Qui était avec toi ? C'est des gens qui visitaient avec proches, toi ? Des gens qui travaillaient avec moi, qui allaient ouvrir avec moi le Biblos à Courchevel. Et c'est comme ça, un jour, il faut décider, non pas d'oublier, mais de décider que ce n'est plus une perturbation, que c'est, non pas un atout, mais presque, de dire... Voilà, ce qui est passé est passé, ce qui est devant est devant. Donc, tout ce qui est derrière... Depuis ce jour, ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Je conjugue pas au passé. En général, hein. Ni de ma vie personnelle, ni de ma vie professionnelle. C'est demain, c'est toujours mieux. Tu penses tous les jours ? Oui, bien sûr. Oui, tous les jours. Et ça t'a permis... Mais tous les jours, parce que, en fait, moi, je vis c'est durable, quoi. Donc, c'est en plus, je crois que ça m'aide à avoir une perception positive de la vie de tous les jours. Voilà, c'est extraordinaire. Voilà, Et tu t'es souvent posé la question, le pourquoi tu te l'es souvent posé ? Tu t'es dit, je vais être utile aux autres à ce moment-là ? Tu t'es dit... Je veux partager. Non, mais je veux partager. D'abord, je veux me nourrir des autres, et je veux redonner ce que je sais, des bons conseils. On s'est mis à être éditeur de livres de cuisine, c'est mon 40e livre. Voilà, on est éditeur, on est formateur du CAP aux reconversions partout sur la planète, voilà, dans toutes les langues. Voilà. Ce que j'aime, c'est ça. Et on est en train d'accélérer la transmission de la connaissance au plus grand nombre, à tous les prix. Tu as mis du temps à le verbaliser. Déjà, physiquement, tu as eu des conséquences fortes, parce que pendant des années, tu as eu... Toujours, ça continue. Hein. Encore aujourd'hui ? Oui, les séquelles, le reste toute la vie. Il faut s'habituer. Pourquoi tu as décidé finalement d'en parler plus ouvertement ? Nous, parce que je pense que ça peut servir. On peut faire sans, mais si on a eu un problème dans la vie, on peut s'en servir comme quelque chose qui vous rend plus fort. Je dis aussi, tout ce qui te touche te rend plus fort. Tout ce qui te touche personnellement, physiquement, te rend plus fort. Et je sais aussi que les seules difficultés, les vraies difficultés dans la vie, c'est quand on a l'incapacité physique ou intellectuelle d'être autonome de sa personne. Voilà. Ce jour-là, vous êtes désocialisé. Moi, j'ai vécu la désocialisation. Pendant combien de temps ? Des mois. Enfin, des mois, il n'y a plus que la famille. On est déconnecté du monde. La désocialisation, c'est quand on est déconnecté du monde, que vous êtes inutile à la société. Non, ça c'est bien. C'est pas bien d'avoir vécu, mais tu l'as vécu, toi. Tu sais ça sert tous les jours. Ouais. Voilà. De revenir, quand on est désocialisé, ça peut arriver à tout le monde. De revenir dans la société civilisée, c'est pas évident. C'est lent. Je disais qu'on avait reçu ici Hélène Darroze dans ce podcast, que tu connais bien. Elle nous disait que tu avais été un déclencheur. Son mentor nous avait dit que c'était toi qui lui avait déclaré, ceux qui n'ont pas écouté le podcast avec Hélène, écoutez-le, il est exceptionnel. C'est une femme qui est elle-même aussi incroyable. Et que, en fait, tu avais dit qu'il y avait une place à prendre. Tu te souviens exactement ce que tu avais dit ? Quand tu avais convoqué, c'était au théâtre de Paris. Il n'y a pas peu de femmes dans cette industrie, vous devez prendre la place. Il faut prendre la place. C'est ça que tu lui dis. Hein. Quand son père m'appelle en disant il faut que je réfléchisse à ma suite, je lui dis ta suite, c'est ta fille, mais elle ne sait pas faire la cuisine. Je lui dis c'est pas grave, demain elle commence à la cuisine. Et quand je raccroche, je sors du bureau, je dis Hélène, le bureau c'est fini. Et dit mon assistante, je lui dis demain c'est cuisine. Voilà, c'est une décision. Et je lui dis vous allez prendre la suite. De votre père à la maison familiale. C'était les 100 ans, c'était le 7 avril 95. C'était le jour d'ouverture de mon établissement et j'appelle Hélène qui fêtait les 100 ans à Villeneuve-de-Marsan et moi j'étais en train d'ouvrir mon auberge en Provence. Et elle me dit, je suis débordé. Je lui dis, au bout de 100 ans, vous n'êtes pas encore organisé. Je suis pas... Et je dis, moi j'ouvre aujourd'hui, c'est le jour d'ouverture. Et j'ai le temps de vous appeler. Et j'ai le temps de vous appeler. Tu as révélé
d'autres grands chefs. Jean-François Piège est passé chez toi, Arnaud Donquel est passé chez toi. Comment tu arrives à voir, Hélène, il y a une place à prendre, tu ne l'avais jamais vu cuisiner. Elle aimait cette industrie. Déjà, l'amour d'une industrie, c'est la moitié du travail de fait. Donc, moitié. Oui, la moitié. On peut tout apprendre. Je crois que tout le monde peut tout apprendre. Jean-François, quand il arrive la première fois, quand il installe ses couteaux à Monaco, moi je le regarde, hein, je comprends de la manière dont il occupe l'espace qui lui est imparti, il occupe l'espace. Et je comprends qu'il va devenir un grand professionnel. Il est un grand professionnel. C'est un des cuisiniers les plus érudits de la chose culinaire française que je connaisse. Voilà. Parce qu'il a passé du temps, des heures, tous les jours. On revient, labeur, travail, passion. C'est sa passion. Un grand professionnel. Il a été un de mes plus jeunes chefs. Ouais, c'est ça. C'était une décision dans ma tête. Quand j'arrive pour reprendre Joël Robuchon en 1996... Donc, il a 30 ans en septembre, il vient de faire 30 ans, il a 30 ans en septembre 2000, puisqu'on vient d'arriver au Plaza Athénée, donc il a maintenant... 26. Oui. Il a 26 ans. Mais c'est une question... Il a 30 ans. C'est une question... D'ailleurs, toi aussi, tu as été chef tôt, jeune. Très tôt. Pour toi, justement... Très tôt, parce que c'est un pari. D'accord, mais c'est des paris. Non, mais il faut saisir l'opportunité. C'est Roger Verger qui m'appelle. Je suis à Oxford. Je suis sous-chef dans un restaurant entre Londres et Oxford. Il m'appelle un vendredi soir. Il me dit, j'ai quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? Je lui dis, je suis là. Je suis sous-chef au garde-manger dans un 2 étoiles Michelin. Il me dit, je voulais te proposer quelque chose. Je lui dis, je vous écoute. J'ai dit à Roger Verger, je vous écoute. Il me dit, je te propose d'être chef à la Mandy à Mougins. Alors, je lui dis, j'ai besoin de réfléchir. Il m'a dit, je te rappelle dans 10 minutes. Il me rappelle 10 minutes après. Je réponds, il me dit, alors, je lui dis, j'arrive. À quelle heure? Il me dit, à 8h lundi matin. À 8h lundi matin, j'étais. Là, t'étais le vendredi, tu passes, tu vas faire un bisou à ta grand-mère. Exactement. Qui me donne 500 francs pour mettre de l'essence dans la voiture. Sinon, je ne pouvais pas aller travailler. Donc, et j'arrive, et à 8h, il me donne les clés, il m'ouvre la maison, il me dit, voilà, débrouille-toi. Un autre moment important dans ton parcours, là on se retrouve à Monte-Carlo, puisque la Société des Bains de Mer de Monaco, qui appartient, le restaurant gastronomique le Louis XV, l'hôtel de Paris, Monte-Carlo, le palace, voilà, comme on l'imagine de Monte-Carlo, te propose de devenir et de gérer. Alors là, il faut bien comprendre, on va en parler un petit peu parce que c'est pas un petit restaurant là, c'est une industrie en tant que telle, c'est une société dans la société avec des dizaines et dizaines de commis, avec des sous-chefs, avec différents restaurants. Pourquoi on te le propose à toi? Et la chose, t'as mis 10 minutes à accepter ou t'as pris un peu plus de temps? Oh non, je n'ai pas mis 10 minutes. J'ai accepté. Tout de suite. Non. En fait, le prince Régnier cherchait un jeune chef cherchait un chef pour remettre à niveau l'image et la notoriété de l'hôtel de Paris et plus largement de la Société des Bains de Mer. Donc, il en parle à son conseil d'administration, il en parle à son président de l'époque, ses présidents, puisqu'il y avait président et vice-président, Jacques Sédou Clozon, André Sameleux et Michel Pastor, qui était un de mes meilleurs clients, de Juan Lépin. Donc, et Michel Pastor dit, attendez, je vais vous amener chez un jeune chef que j'ai découvert à Jean Lépin, et c'est comme ça que... C'est une rencontre, hein. Oui, et donc le prince aîné me convoque. Il me dit, alors jeune homme, qu'est-ce que vous allez faire si je vous donne un restaurant? Je lui dis, je sais pas encore, mais je lui dis, si vous voulez, je reviens dans 15 jours, je vais vous dire ce que je vais faire. Et 15 jours plus tard, je suis retourné voir le prince Régnier, je lui ai donné sur 17 pages mon programme. Et donc, dans les 17 pages, il y avait une ébauche du menu, et il y avait légumes de nos paysans en gros morceaux, mijotés en cocotte de fonte au lard paysan. Et il me dit, mais êtes-vous bien sûr qu'ils vont manger ça? Et je lui dis, parce que personne ne va manger ça. Et je lui dis, ils s'habitueront. Il me dit, votre réponse me plaît. Tu as répondu ça? Ouais, je dis, ils s'habitueront. Et donc, du coup, il me dit, alors, choisissez un espace, faites le tour des espaces disponibles, je vais vous faire accompagner. Je choisis l'entrée, le côté droit, l'entrée côté droite de l'hôtel de Paris. Je choisis le Louis XV. Ce salon est disponible, et je dis, là, je vais installer mon restaurant. Je commence le 1er octobre 1986, et j'ai 3 étoiles le février 1990. Ça change quelque chose pour toi? Ces 3 étoiles? Oui, bien sûr, ça change. Ça change quoi? Parce que 5 minutes après, j'ai envie d'en avoir 6. Ouais,
Ah là, Je dis 3, c'est impossible, quoi. C'est jamais fini, en fait. Mais il y a un moment, quand même, il y a quelques secondes où tu es quand même content de ces victoires. Oui, très, très content. Oui, T'es heureux. très content. Oui, ça s'appelle une marche. J'ai franchi une étape. J'ai monté une marche. Il faut en monter une deuxième, une troisième, etc. Alors, des fois, on gagne, des fois, on gagne, on perd. On ne gagne pas toujours. Ouais. L'important, c'est entre la balance, entre ce qu'on a réussi et ce qu'on n'a pas réussi, c'est d'avoir réussi davantage ce qu'on a planté, quoi, en fait. Il faut continuer à entreprendre. Ouais. Ensuite, une des clés, c'est de partager largement avec les collaborateurs pour qu'ils puissent, à votre place, gérer. Voilà, donc je donne une grande délégation, ce qui n'exclut pas le contrôle, mais je délègue beaucoup. Sinon, je ne peux pas faire ce que je fais. Si je mais non, pas. ça n'a pas été toujours le cas. Quand tu étais... Aujourd'hui, quand je gagne mes étoiles, je suis tous les jours au travail. Mais exactement. Donc là, je ne délègue pas, je pilote. Là, tu restes dans ton sud-est d'adoption, que tu aimes particulièrement. Là, tu vas ouvrir la Bastide de Moustier, à Moustier-Sainte-Marie. 7 avril 95, oui. Exactement. Au cœur des Gorges du Vernon, en Provence. Là, tu obtiens une étoile. Tu reprends, et c'est important pour toi, le restaurant de Joël Robuchon, qui est là, obtient 3 étoiles. Là, d'ailleurs, tu as un transfert à ce moment-là, de là où il était, et tu vas le transférer au Plaza Athénée, à l'avenue Montaigne. En 2000. Là, tu obtiens à nouveau 3 étoiles. Oui, j'ai eu 8 fois 3 étoiles. Combien ? 8 fois. J'ai perdu, j'ai gagné. Exactement. Oui, c'est ça. Tu récupères, j'ai 3 fois 3, j'ai 2 fois 3. Souvent, quand on regarde d'une manière... n'importe quelle entreprise, tu as souvent l'envie que tes collaboratrices et collaborateurs restent avec toi des années. Parce qu'il y a une relation qui se crée, parce que tu les as formés. Toi, très souvent, les très bons, en fait, sont débauchés. C'est la vraie vie. Hein. Ils partent et ils reviennent, oui, bien sûr. Ils reviennent souvent ? Il y en a beaucoup qui ils partent, ils vont voir ailleurs, ils s'enrichissent, ils reviennent. Mais sinon, bien sûr, comme débauche les gens, c'est normal. Enfin, c'est dans des bons collaborateurs. C'est pour ça que je m'applique à faire des restaurants pour essayer de les garder. Exactement. Donc en fait, autant j'en forme, autant je... Voilà. Combien vous allez ouvrir encore de restaurants ? Je n'ai pas posé la question. Autant que j'ai la capacité de former des collaborateurs qui, à leur tour, puissent prendre et piloter le restaurant que je vais ouvrir. C'est marrant, tu ne me parles pas du tout de finance. Là. Pour toi, la finance, je ne m'occupe pas, moi. Je ne m'occupe pas de la finance. J'ai des collaborateurs, des directions financières. C'est des gens qui pourraient se poser la question. Autant de restaurants possibles, c'est peut-être qu'il faudra trouver des financements pour toi. Tu dis... Ah non, mais... On a un management différent par restaurant. On est actionnaire, on est propriétaire, on est consultant, on est manager intéressé. Enfin, 39 aujourd'hui, 40 ? Non, une trentaine, on dit une trentaine. Une trentaine, c'est ça. C'est entre 30 et 39. Ça dépend, en fait. Là aussi, il y en a qui réussissent très bien, d'autres qui réussissent un peu moins bien. Bah oui, il y en a qu'on ouvre, il y en a qu'on ferme, oui, bien sûr. Ce que je sais de la leçon de New York, c'est que quand on est associé à 50-50, c'est que le jour d'ouverture, on n'est pas d'accord sur le prix du menu, sur le cocktail, sur la tenue de la serveuse, sur la carte des desserts. On est d'accord sur rien. Le jour d'ouverture, on est à 50-50. Le jour d'ouverture, on est d'accord sur rien. Mais ça a quand même tenu 2 ans. Pendant 2 ans, même en n'étant pas d'accord, on a tenu. Mais la leçon, c'est qu'il faut savoir qui pilote. Ouais. On ne peut pas copiloter. Il faut bien quelqu'un qui est le lead. 50, ça, c'est une leçon. 50-50, ça marche. Moi, j'ai compris dans ma deuxième entreprise où j'étais parti en 50-50. Et en fait, quand tout va bien, ça va. Mais quand le premier jour, quand on n'est pas d'accord, on est d'accord sur rien. C'était quel restaurant, ça ? Mix. Ça a duré 2 ans, quand même. Ça a duré 2 ans, mais en fait, on a fait un restaurant très designé. Ouais. Trop designé. Déjà, il y avait un temps, on avait gratté les murs pour laisser les traces du passé. Et c'était déjà trop tôt. C'était trop tôt. Aujourd'hui, ça serait, c'est commun, mais à l'époque, c'était trop tôt. Donc, on définit souvent, d'ailleurs, c'est pas qu'on définit. Là, je raconte dans le livre, je dis, je rentre, j'ai consulté un ami qui était rédacteur en chef, je peux le nommer, du Wine Spectator, qui est un journaliste, qui est le rédacteur, qui est le patron du rédacteur en chef. Et il me dit, on voit que vous n'avez pas eu les moyens de finir. Et quand je pense qu'on a gratté chaque pied, etc., et je remonte dans le taxi, et je ferme la porte du taxi, et en remontant, je me rappelle parfaitement, Parc Avenue, là, je remonte Parc Avenue, et quand je reprends à gauche pour remettre dans la rue, là, je suis dans la 55e et 6e, et j'arrive devant le restaurant, et je regarde, je dis, c'est fini. Je sais que c'est fini, parce qu'ils n'ont pas compris que c'était un parti pris
de ne pas avoir fini sa leçon, c'était de garder son passé, etc. Et c'est comme ça. Et donc, tu savais dès le départ que j'ai appris que c'était perdu. Ouais, je savais que c'était perdu. Le premier jour. On parle de la cuisine, en tout cas des chefs, dans l'absolu, comme un métier assez rude. Hiérarchique. Toi, quand je te vois comme ça, quand t'entends, on a du mal à imaginer que tu... Voilà, la maison est tenue. Il faut tenir la brigade, mais jamais... Il faut jamais dépasser la ligne, quoi. On n'a jamais dépassé la ligne. Dans mes cuisines, je suis très précautionneux des mauvaises paroles, etc. Il m'est arrivé de virer sur l'instant des collaborateurs qui avaient un mauvais comportement, mais sur l'instant, sans s'occuper des préavis, etc. Les mauvais comportements direct. Verbaux, physiques, c'est immédiatement, dans la seconde. Toi, tu as eu un événement comme ça dans une cuisine des fois. Oui, parce que tu étais instrumentalisé par le chef qui ne supportait pas la promotion qui a été donnée par Alain Chapelle, qui était le chef patron. Voilà, donc, ça s'est terminé, mais sauf qu'il y avait des ustensiles. Ça aurait pu mal se terminer. Avec des ustensiles, c'est ça. Ça s'est pas mal terminé. Un coup de chance. Oui, c'est succession de coups de chance. Ouais. Alain, je te propose maintenant une pause amicale. J'ai demandé donc à des gens qui t'apprécient beaucoup de te poser des questions. On écoute. Bonjour Alain, tu dis souvent qu'une nourriture doit être bonne à penser avant ou voire autant que d'être bonne à manger. Alors, quelle serait selon toi la première décision qu'on devrait prendre au sein de nos foyers pour être en accord avec cette belle notion ? Je t'embrasse et je te remercie. Question de Maude Fontenoy, navigatrice, qui t'apprécie là aussi beaucoup. Qu'est-ce que tu répondrais à Maude ? Il faut manger plusieurs choses. Moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales, des légumes, des céréales, des légumineuses en grande quantité, au moins pour 80%. C'est la nourriture quotidienne. Et quand ce sont des poissons issus de la mer, de l'océan, des poissons de pêche durable uniquement, ou dont on connaît la période de pêche, la saisonnalité, pas que ça soit des poissons en période de reproduction, etc. C'est simple, c'est moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales, davantage de légumes, de céréales, de légumineuses. Voilà, ça c'est une décision qui peut s'appliquer tous les jours. Et manger mieux, ça ne veut pas dire manger plus cher, ça veut dire c'est une décision de manger moins de produits chers, qui sont mauvais pour la santé des individus et pour la planète. Quand je t'entends parler de cette pêche durable, quand je t'entends parler de ça, est-ce que pour toi, c'est quelque chose que tu as vu apparaître particulièrement depuis 5 ans, 10 ans ? Est-ce que pour toi, déjà dans tes restaurants, c'était quelque chose d'important que tu mettais en avant ? Le 27 mai 1987, je fais un menu végétarien à Monaco. Et la semaine passée, j'ai fait un sommet sur la gastronomie durable à Monaco. Donc, j'étais l'organisateur avec la Fondation du Prince Albert II et la Société des Bains de Mer, avec le soutien du groupe LVMH. Voilà, on a fait un sommet où tous les continents étaient représentés. Nous allons dessiner une charte, nous allons nous engager, nous allons mesurer dans 2 ans, là où nous en sommes. Par la face visible de l'iceberg qui s'appelle la haute gastronomie, nous allons essayer d'influencer l'ensemble de l'industrie qui s'appelle la restauration, avec les préceptes que je viens de vous nommer. Moins de gras, moins de sel, moins de sucre, moins de protéines animales, des céréales, des légumineuses, des légumes de saison. Ça coûte moins cher à l'individu pour se nourrir et surtout moins cher à la planète en termes de santé. On a vu arriver autre chose avec la crise de la Covid, c'est ce développement ces dernières années de ces dark kitchens. C'est fini, c'est ça. Alors, c'est déjà terminé. Justement, donc toi tu les as vu arriver, on les a vus apparaître pendant ces endroits en fait qui poussaient désincarnés. Enfin, il y a pas d'incarnés. En fait, tu allais potentiellement au restaurant plutôt pour l'endroit, plus tellement pour ceux qui avaient ton assiette, tu désincarnais. Toi, tu as vu ça, tu savais que ça allait être un échec ? Non, on ne savait pas, on a failli, on a regardé, on a failli y aller. Puis à dernier moment, j'ai eu un pressentiment que c'était les choses incarnées allaient reprendre le dessus sur l'immatériel, voilà, des vraies choses. Et on est revenu sur des vraies choses, de la relation, le virtuel, c'est en train de redescendre. La notion de relation, de commensalité, de partage autour de la table sont des choses essentielles. D'ailleurs, je considère que la nourriture nourrit la paix, de partager un moment de table, de civilité, de commensalité, de partage et d'échange, ça nourrit la paix. Et toi, quand tu crées, quand tu développes, quand tu imagines à ce Ducasse chez moi, tu sais quoi par rapport à ça ? On a fait un grand succès, c'est pour continuer à garder le lien avec mes clients. Raconte, les Ducasse chez moi, ce sont mes clients. Explique un peu ce qu'est Ducasse chez moi. 15 jours après que les restaurants soient fermés, 15 jours après, nous livrions
deux plats de chacun de nos restaurants. Il y a celui qui aimait le bistrot, qui avait des plats de bistrot. Celui qui aimait des plats végétaux, il y avait Naturalis, on avait créé la marque Naturalis pour manger que du végétal. On a livré jusqu'à 300, 400 repas par jour. Et en même temps, on a livré aussi à manger pour la Pitié-Salpêtrière. On a livré 10 050 couverts, dont Hélène, d'ailleurs, est venue faire la cuisine un jour parce que, vous savez, en plein Covid, personne ne voulait sortir de sa maison. Nos pays, les collaborateurs venaient travailler en taxi, aller et retour. J'avais une dérogation du ministère du Travail, parce que je connaissais l'adjoint du ministère du Travail de l'époque. Pour pouvoir travailler, il ne fallait pas travailler. Donc, et Hélène est venue cuisiner et on a livré 10 050 couverts à Pompidou et la Salpêtrière. Pourquoi ? Parce que les restaurants fermés, les boulades de Brest ont continué à grandir. Il a bien fallu, les restaurants étaient fermés. Donc, le personnel soignant de ces deux hôpitaux ont mangé des côtes de veau, du foie cuisiné par du foie gras, des volailles de Brest, des canards de Chardin, etc. Mais voilà, parce qu'il fallait bien, non pas les passer, mais il fallait les valoriser. Et nous avons valorisé dans des conditions d'hygiène exceptionnelles, parce qu'à l'époque, on était très paniqués. On conditionnait 100 portions individuelles, pelliculées, à 2 degrés, transportées par des chauffeurs qui ne devaient pas travailler. Je ne lis pas le nombre de dérogations pour arriver à livrer de la nourriture gracieusement au milieu hospitalier. On continue dans le partage, école de cuisine. Tu commences très tôt cette école de cuisine. Je commence mon école de cuisine en 1999. Raconte. J'ai une assistante qui s'appelle Véronique, qui arrive, elle fait la tiente un matin, et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a, Véronique ? Elle me dit, mon fiancé qui va devenir mon mari, qui s'appelle Patrick, qui était mon chef de partie garde-manger à Monaco, a des varices assez importantes, au point de dire, certainement, il ne pourra pas continuer le métier. Et je lui dis, il aimerait faire quoi ? Elle me dit, il aimerait enseigner la cuisine, vous savez. Mais je lui dis, on n'a qu'à faire une école. Et en 99, un matin, j'ai décidé de faire une école. Et elle me dit, on va faire comment pour faire une école ? Eh bien, on cherche un local pour faire une école. Il a qu'à commencer à écrire les programmes d'enseignement tels qu'il les voit pour apprendre la cuisine, et on fait une école. On cherche une école. On va visiter un bâtiment à Argenteuil, au fond d'Argenteuil. On dispose en tout et pour tout de 500 000 francs de l'époque, et on trouve un hangar qui est une ancienne biscuiterie qui devient l'école. Et voilà, on l'a quitté il y a 3 ans, donc presque 20 ans plus tard, pour s'installer dans un bâtiment de 5000 m². À Argenteuil, on avait 1000 m², on est passé de 1000 m² à 5000 m², mais on a commencé l'école un matin sur une décision. Pareil pour le chocolat, j'ai décidé de faire du chocolat, parce que mon collaborateur me dit, je ne veux pas continuer à voyager avec vous, faire le tour du monde, etc. Je lui dis, t'aimerais faire quoi ? Il me dit, j'aimerais faire du chocolat. Mais j'ai dit, on n'a qu'à faire du chocolat. Des décisions assez rapides, en fait. Très rationnel chez toi, en fait. Très rationnel. Tout est rationnel. Est-ce que tu peux nous dire, toutes ces années après, combien de personnes ont été formées ? Qu'est-ce que tu as comme chiffre ? Tu les connais ? Des milliers. Donc ils n'ont pas tous terminé grands chefs. On le sait, mais on parle de dizaines de milliers. En 20 ans, on a formé des dizaines de milliers de collaborateurs. Aujourd'hui, ce matin, il y a 2000 élèves qui sont allés apprendre la cuisine française dans le monde, ce matin. Donc, et puis dans 6 mois, il y en aura 2200. Il y a une chose qui m'a étonné. Tu me parles de France, tu me parles du goût français. Et à un moment ou à un autre, tu rends ta citoyenneté française. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. Ah oui, mais enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris. Un jour, je vais voir le prince Régnier. Il était déjà fatigué. Je vais lui rendre visite, il était fatigué. Quelques mois avant sa disparition. Et il m'a dit, Alain, vous avez fait un super travail pour la principauté. Enfin voilà. Il y a combien de temps que vous êtes là ? Je lui dis, je suis là depuis 86. Depuis 25, plus de 25 ans. Il me dit, ça serait bien que vous deveniez citoyen monégasque. Ben, je lui dis, Monseigneur, ça serait un grand honneur pour moi, etc. Parce qu'à ce moment-là, mon meilleur podium de rayonnement, c'est Monaco. Depuis l'origine, c'est lui qui m'a donné la clé. Oui. Overseas, Paris, c'est bien pour l'Europe, mais pour le monde, Monaco, c'est le podium le plus extraordinaire. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Quand j'ai Monaco, Paris, New York, l'Amérique, New York, c'est pour le reste du monde. Ouais. Pour le reste, New York, c'est pour l'Amérique du Nord.
Monaco, c'est pour le reste du monde, et Paris, c'est pour l'Europe. Donc, c'est la trilogie. Et j'accepte, et je dis, il disparaît avant que j'ai ma citoyenneté. Il avait dit au prince Albert, tu n'oublieras pas que j'ai promis à Alain Ducasse qu'il soit monégasque. Et le prince Albert, après la disparition de son père, que je croise un jour, me dit, mon père m'a dit. Et il a continué le dossier. Sauf que, il n'y a pas de double nationalité. Ah oui, il n'y a pas de double nationalité. Donc, c'est un choix. Et oui, parce que j'ai passé plus de temps à Monaco qu'en France aujourd'hui. Même si mes entreprises françaises sur lesquelles je paye des impôts en France, parce que tel est le sujet. Ça me fait un peu mal quand même. Je paye mes impôts en France. Et pour la partie, je suis à Monaco, mon plus beau podium reste Monaco, pour le monde. Hein. Ils ont grandi où tes enfants ? Et ils sont à Paris en ce moment. Mais ils ont grandi où ? Tu les as fait grandir à Paris. À Paris, majoritairement tout le temps. Je te propose une deuxième pause amicale. On en a pas mal parlé jusqu'à maintenant. Hélène Darroze. Bonjour Monsieur Ducasse. Parmi tous les engagements que vous avez autour de notre métier de cuisinier, de chef, il y en a un qui me touche tout particulièrement, c'est celui que vous avez pour les femmes, envers les femmes, notamment à travers la mise en place dans vos écoles d'un programme d'insertion pour des femmes en situation précaire. Moi-même, je vous dois beaucoup parce que c'est vous qui un jour m'avez poussé, m'avez incité à vivre et à faire de mon métier cette passion de la cuisine que j'avais. Quel message auriez-vous aujourd'hui pour toutes ces jeunes femmes qui sortent des écoles de cuisine, des écoles hôtelières, et qui, à un moment donné, vont être amenées à faire des choix par rapport à une vie de famille, à une vie de maman, à une vie de femme. Voilà, quel message auriez-vous pour les encourager à suivre leur carrière et aller loin dans ce métier de cuisinier et dans la gastronomie? Je vais répondre par un exemple. Jessica Préalpato, qui est ma pâtissière star, un jour, elle décide d'arrêter le métier. Romain Méder me dit, Jessica va arrêter dans la cuisine du Plaza Athénée. Je lui dis, mais Romain, elle ne va pas arrêter. Cette fille a du talent, elle ne va pas arrêter. Tu me l'envoies au bureau. Il me dit, ça ne sert à rien, vous avez du temps à perdre. Elle a décidé de changer de métier, elle veut s'occuper d'enfants. Et je lui dis, Romain, sois gentil. Quand elle arrive, tu me l'envoies au bureau. Donc Jessica arrive dans mon bureau. Je lui dis, asseyez-vous, Jessica. Elle me dit, je vais pas m'asseoir. J'ai décidé. Non, je vais pas m'asseoir. Je lui dis, je voulais vous dire, je dis, Jessica, c'est une instruction, vous vous asseyez là. Et au bout d'une heure, j'ai dit, Jessica, vous ne faites pas des bons choix. Elle me dit, moi, je veux faire une famille. Je ne veux pas terminer à 23h. Mais je lui dis, vous voulez terminer à quelle heure? Elle me dit, je veux terminer à 19h. Mais vous terminez à 19h? Et en plus, vous allez faire un livre. Vous allez être un jour la meilleure pâtissière du monde. Et une heure après, elle ressort. Mais elle raconte un jour dans une interview de Libération, elle dit, je rentre pour dire à Alain Ducasse que j'ai changé de métier, et je ressors, je suis... Et elle peut vous le raconter. Elle a fait une interview dans Libé quelques mois après, elle raconte ça. Asseyez-vous, et puis elle change de métier. Et elle termine à 19h. Elle va faire son bébé, et puis elle ne travaille plus jamais le soir. Jessica, elle mène sa vie différemment. Elle a réussi à s'adapter. Mais c'est une décision. Donc il faut choisir de faire son métier et imposer sa volonté. Peut-être que c'est faisable quand tu es pâtissière. On est d'accord que mais non, mais pour être chef, quand le soir, et si tu n'es pas là, il y a bien plein de métiers. Tu t'adaptes. Il y a plein de métiers où les femmes travaillent le soir, donc il faut s'adapter. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de barrière aujourd'hui. Tout est possible. Donc c'est important parce que c'est la question que te pose Hélène, Monsieur Ducasse. Je vois que tu as souri quand tu as entendu le Monsieur Ducasse de Hélène Darroze. Moi j'ai intégré, il y a 10 ans, j'ai fait un programme Femmes à l'avenir. On a identifié des femmes en banlieue qui étaient en fin de droit, qui n'avaient plus rien. On les a interviewées. C'est pas moi qui les ai interviewées, mais on a créé une commission d'interview pour savoir celles qui vont être satisfaire aux meilleures conditions pour y parvenir. Aujourd'hui, c'est pour ça que je parlais de pourcentage de réussite. Aujourd'hui, dans les programmes que nous avions, j'ai fait ça pendant 5 ans et aujourd'hui ça s'essaime en province. J'ai supporté et porté ça pendant 5 ans. 70% des femmes que nous avons formées ont un emploi pérenne. Il y en a encore que je vois
que je croise au Plaza, il y en a 2 qui sont à Matignon, il y en a qui sont dans mon salon première d'Air France, voilà. Elles ont un emploi pérenne. On a changé leur vie. Mais pour ça, pour intégrer ces femmes en difficulté, si vous n'avez pas un mentor dans l'entreprise dans laquelle vous intégrez, si vous n'avez pas une personne référente pour qu'elle puisse appeler pour dire j'ai un problème de train, j'ai un problème d'enfant, j'ai un problème de téléphone, s'il n'y a pas une personne qui est là, ne t'inquiète pas, on va gérer pour toi. C'est impossible. C'est-à-dire, une personne en difficulté, ça nécessite un mentor en charge de la personne pendant tout le temps qu'elle est dans votre entreprise pour s'occuper, d'aider, de participer. Et ce mentor, il ne peut pas être nommé, il doit être volontaire. Voilà la clé. On continue sur les pauses amicales. On a beaucoup de pauses amicales et beaucoup de gens qu'on a eu la chance d'avoir qui souhaitaient te poser une question. On écoute le prochain. Le prochain, c'est Laurent Guez. Bonjour Alexandre, bonjour Alain Ducasse. C'est Laurent Guez, mangeur en chef des Échos et du Parisien. J'ai une question pour toi, cher chef Alain Ducasse. Est-ce que quand on t'invite à dîner à la maison, tu es aussi difficile et exigeant que lorsque tu contrôles les plats de tes collaborateurs? Et puis la question subsidiaire, c'est est-ce que tu viendrais chez moi manger un couscous? C'est pas mal, ça. Oui, pour la question subsidiaire, oui, je viendrais bien manger un couscous parce que je pense que ta femme cuisine mieux que toi. Prends ça, je suis très indulgent quand je vais manger chez des amis, voilà, parce que le pire des amis, c'est quand madame va acheter un livre de cuisine 3 jours avant et s'essaye à faire le plat le plus compliqué du livre. Là, c'est généralement une catastrophe, et là, tu te dis, si elle avait eu la bonne idée de faire simple, tu t'étais meilleur, voilà. Parce que faire simple, c'est moins évident, c'est pas évident d'ailleurs. Merci Laurent Guez pour ta question. On a beaucoup parlé de toi, et on vient de le voir là, dans cette pause cuisine, tes goûts, avec la casquette de chef. On a aussi parlé de toi en tant qu'entrepreneur. Je voudrais qu'on en parle un petit peu. On parle d'une 30aine de restaurants dans une dizaine de pays. On parle de 20 étoiles au guide Michelin aujourd'hui. On parle de 35 boutiques pour le chocolat, Alain Ducasse. Oui, puis il y a les manufactures. Des manufactures. Des biscuits. Des glaces, du café. Mais là, c'est 35 boutiques. 35 boutiques. On revient, donc c'est quoi l'étape d'après? Il faut que tu en aies 70. On a du stock, on a du stock. Non, dans les idées, on a du stock. Oui, encore beaucoup de stock. Oui, j'ai du stock, malheureusement. Pour ton premier entourage, c'est ça? Qui se dit, arrête Alain, arrête. Malheureusement. Et ton épouse, elle voit ça comment? Elle est avec toi à chaque fois? C'est mon meilleur testeur. Elle te dit pas, Alain. Mais non, mais le groupe, on grandit, on grossit pas, on grandit. Donc ça permet de faire grandir des collaborateurs. Vous savez, le chocolat, en 2014, nous sommes 7. Quand on ouvre la boutique de chocolat rue de la Roquette, nous sommes 7. Nous sommes aujourd'hui 215. Voilà, donc il faut maîtriser. Je suis un artisan haut débit. On ne change rien du process. De 7 à 200, nous faisons la même qualité parce qu'on n'a pas changé d'appareil. On fait des petites tournées de pralinés, on fait des petits batchs, des petites torréfactions. Tu te considères entrepreneur? Oui, bien sûr. À partir du moment où on doit faire 2 fiches de paie, on est entrepreneur. Tu te retrouves encore assez souvent derrière les fourneaux, de moins en moins? Mais par exemple, hier, j'ai fait une tournée de mes manufactures. Oui. J'ai goûté café, toutes les glaces, j'ai goûté tous les biscuits, j'ai goûté les chocolats. Et je disais aux gens à qui je faisais visiter, je suis rassuré, nous sommes toujours au même niveau. Et même mieux, voilà. C'est ça qui me rassure, en fait. C'est pas de dire, on a grandi et on fait moins bien, on a grandi et on fait meilleur. C'est ça qui m'intéresse. C'est quand le dernier moment où tu as été chef dans une cuisine pendant une longue période? C'est maintenant il y a 10 ans, 15 ans? Il y a un moment, oui, bien sûr. Il n'y a pas un moment où ça te manque? Non, mais c'est très clairement, c'est daté, hein, moi, je m'arrête de transpirer quand on a décidé de faire un restaurant d'intérieur de gastronomie. Le jour où on a 3 étoiles, je donne la clé à mon chef. C'est ce que j'ai fait à Raymond Poincaré quand j'ai remplacé Robuchon, c'est ce que j'ai fait à Monaco, c'est ce que j'ai fait à New York quand on a 3 étoiles. Voilà. Je donne la clé au chef parce qu'il a participé. Tu es une personne assez visible. J'ai trouvé assez peu d'informations sur tes enfants, sur ton premier cercle. C'est une bonne idée. C'est fait exprès. Donc, tu les exposes assez peu. Non, ils sont encore assez jeunes. Est-ce que tu imaginerais comme un jour travailler dans ton univers? Certainement pas. Le poids de ce que je représente est trop important à porter. Voilà. J'ai vu trop de fils de confrères subir
Le papa, la maman, voilà. Donc je ne veux pas leur infliger cela, très clairement. Je te propose une dernière pause amicale. On parlait tout à l'heure de quelqu'un qui a travaillé très longtemps avec toi. Tu l'as cité au début de notre interview. On entend Franck Cerutti. Bonjour chef. Nous nous connaissons depuis toujours. Mais pendant toutes ces années de collaboration, je me suis toujours posé une question. Où puisez-vous cette énergie ? Quel est votre moteur pour alimenter cette détermination, cette volonté d'aller toujours plus loin ? Bonne journée. Ciao, Franck. Il m'a déjà posé la question. Il m'a dit, mais pourquoi ? Je lui ai dit, parce que c'est comme ça, je ne sais pas faire autre chose que de continuer à voir ce qui se passe dans le monde, à essayer de faire des choses que je ne sais pas encore faire. Voilà, aller découvrir des territoires que je n'ai pas encore découverts. J'étais la semaine passée, j'étais au fin fond de l'Amazonie. Au fin fond de l'Amazonie, je me suis retrouvé à l'âge du feu. D'accord ? L'âge du feu, je peux vous dire, on n'est pas dans la société de consommation, on est nulle part. Les gens qui m'ont reçu vivent de chasse, de pêche et de cueillette. Chasse, pêche, cueillette. Voilà. J'ai donc 72 heures au plus profond de l'Amazonie. Ça vous change les idées. Quand vous revenez, vous dites... Il y a des choses qui sont... Reste, voilà. Donc on n'a pas un... J'ai fait exprès de au fond, au fond du fond. C'est-à-dire, on est l'âge du feu. L'âge du feu. J'ai pas dit on n'est pas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, on est extrêmement civil. C'est le luxe. Le Moyen-Âge, c'est luxe. On est à l'âge du feu. Donc, c'est retour chez nos ancêtres, parce que finalement, les ancêtres qui soient au fin fond de l'Amazonie ou qui soient dans les grottes de Lascaux, ils vivent de la même manière. On va revenir sur cette question de Franck. Les gens ne le voient pas, mais tu as les yeux qui sont embués par la relation que vous avez certainement eue. On ne s'est jamais engueulé. C'est incroyable. Jamais. Oui, on s'est assis dans le bureau en disant, Franck, tu peux pas me faire ça. Enfin, on va pas servir ça. Un jour, on fait un plat. J'ai dit, Franck, ça n'a rien à faire là. On l'a pensé ensemble. C'était un truc... on a fait un truc au curry, mais j'ai dit, mais Franck, c'est quoi l'ADN là ? C'est quoi cette... Mais on va pas mettre du curry à Monaco. Enfin, et vous avez raison, on va l'enlever. Vous avez raison. Enfin, non, mais c'est pas quoi. On avait fait une connerie ensemble, on l'a reconnu ensemble. On ne s'est jamais disputé. Qu'est-ce que tu lui dirais, 44 ans. 2 secondes, j'explique pour les gens qui achèteront ton livre. Tu donnes des remerciements et ça te définit assez bien. J'ai rarement vu, moi dans mes livres, je mets beaucoup de remerciements, mais je crois que tu m'as battu dans le nombre de remerciements. Il y a 4 pages entières de remerciements. Tous les gens que j'ai croisés. La première page, le premier nom, c'est Franck Cerutti, mon plus précieux et ancien collaborateur. Qu'est-ce que tu dirais à Franck ? Continue à être qui tu es. Tu peux me chasser quelques grives, ça me fera toujours plaisir. Parlons de reconnaissance. De nouveau, on est bien loin au début de notre discussion quand on parlait de ce moment-là où quand tu étais dans ce petit village des Landes, le Landais que tu es, et aujourd'hui, l'entrepreneur, l'artisan qui touche à beaucoup de choses, qui a pas changé. Est-ce que la reconnaissance a été importante pour toi ? Je vais résumer ce que je pense, ce que je lis sur moi. Quand c'est très bien, c'est jamais aussi vrai que cela est écrit. Et quand c'est très mauvais, ce n'est jamais non plus aussi vrai. Donc il faut en lire le minimum et se situer au milieu. Voilà, il faut être imperméable à ce qui se dit sur vous et continuer et tracer ce que j'ai envie de faire en fait. C'est très égoïstement, le plus important c'est ce que j'ai envie de faire. Alain, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Merci à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous sur RCJ. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir Pause sur radio-rcj.info ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt sur RCJ pour un nouvel épisode de Pause.